Bonjour à tous et bienvenue dans cette première session d'information dont voici le sommaire. La médiation et l'arbitrage sont entre autres formes de règlement pacifique des conflits. La communauté internationale exhorte depuis 2005 à privilégier ces modes de gestion des différends. Ce 21 octobre, c'est la journée internationale pour la résolution des conflits. La santé et la sécurité au travail sont nécessaires pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette prévention passe par une gestion efficace des risques professionnels et de la pénibilité au travail. 728 000 tonnes pour la campagne 2020-2021. En quelques années, la production cotonnière du Bénin a connu un boom. Le coton béninois, prouesse et défis, Sylvain Torvignan, enseignant-chercheur, en parle dans cette édition. Nous sommes aujourd'hui le 21 octobre, une date choisie par la communauté internationale pour marquer un arrêt chaque année afin de se concentrer sur la résolution des conflits. Depuis 2005, le troisième jeudi du mois d'octobre est consacré à la promotion du concept de résolution des conflits pour le développement durable, le règlement pacifique des différends dans le contexte des relations internationales revêt une importance capitale. C'est ce que nous dit Rodrigue Bababeto dans cet élément que je vous invite à suivre. Pour le développement durable à l'horizon 2030, l'objectif numéro 16 des ODD est de promouvoir des sociétés justes, pacifiques et inclusives. Un objectif qui appelle les États membres à promouvoir la coexistence pacifique entre les peuples. Depuis des années, les régions les plus touchées par les conflits armés sont l'Afrique et le Moyen-Orient. Quelle que soit leur nature et leur intensité, les conflits armés entraînent partout des violences. De la République centrafricaine à la Syrie, du Yémen à l'Irak, en passant par Gaza, les civils sont les premières victimes des combats. En cas de désaccord, plusieurs solutions sont possibles et font appel ou non à des tiers. On peut citer par exemple la négociation, la médiation, la conciliation, l'expertise amiable, l'arbitrage et l'instance judiciaire. Si l'ordre mondial veut proscrire la violence, il doit offrir aux États des moyens non violents pour régler leurs litiges. La Journée mondiale pour la résolution des conflits veut mettre en lumière les modes pacifiques de résolution des conflits. Les trois méthodes les plus couramment utilisées pour régler un conflit sans avoir recours aux tribunaux sont la négociation, la médiation, l'arbitrage. Les tensions régionales non résolues, l'effondrement de l'état de droit, l'absence d'institutions étatiques, les activités lucratives illicites et la pénurie des ressources aggravées par les changements climatiques sont les principales causes des conflits dans le monde. Les conflits violents tuent de plusieurs manières. Les combats font des victimes parmi les civils et les militaires, les maladies sont plus fréquentes et la criminalité violente s'accroît. Les guerres entraînent des migrations massives. Les conflits ont aussi des conséquences économiques. La Charte des Nations Unies indique que l'ONU est fondée pour sauver les générations futures du fléau de la guerre. Malheureusement, plus de 250 conflits armés sont enregistrés depuis la signature de la Charte en 1946. La santé et la sécurité au travail sont deux droits fondamentaux visant à supprimer ou à limiter certains effets nuisibles du travail qui affaiblissent également l'efficacité et les performances des employés en milieu de travail. La santé et la sécurité au travail sont des principes selon lesquels les travailleurs doivent être protégés contre les maladies professionnelles et les accidents qui résultent de leur travail. C'est d'ailleurs la première étape d'une politique de santé et de sécurité au travail, nous dit Alessandra Diotan dans cet élément. Toute activité professionnelle engendre des risques pour la sécurité du travailleur à des degrés plus ou moins élevés. En matière de sécurité et de santé au travail, tout part de ce postulat. L'OIT a fait une récente étude qui prouve que 2,74 millions de travailleurs meurent chaque année du fait des risques professionnels. Lorsqu'on parle des risques professionnels au sens de notre législation, c'est les accidents du travail et les maladies professionnelles par an. Vous voyez, les données sont denses et écœurantes et parfois même, ça interpelle chacun de nous parce que ça a un coût économique. En dehors de ce coût économique, il y a un coût humain lié aux souffrances humaines.
Parlons des maladies professionnelles. Elles sont au nombre de 95 à être reconnues au Bénin. La prévention des risques professionnels dans leur ensemble repose sur 3 acteurs majeurs identifiés que sont l'employeur, le salarié et l'État. Pour l'employeur, ses obligations sont immenses. Il lui revient d'abord de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir ou prémunir les salariés contre toute agression. Dans la pratique, il incombe aux entreprises de former les travailleurs aux règles d'hygiène et de sécurité, de mettre en place des comités d'hygiène et de sécurité et d'apporter les premiers secours en cas de survenance du risque. Quant aux travailleurs, il doit faire tout possible pour prendre les dispositions, non seulement pour garantir sa santé et sa sécurité, mais ne pas compromettre la santé et la sécurité de ses collègues. Ensuite, il lui revient encore 2 obligations principales qui sont des droits en fait. Il y a ce qu'on appelle le droit d'alerte et le droit de retrait. l'État, en matière d'obligations, apporte quant à lui son appui technique à travers le corps des inspecteurs de travail qui détient le pouvoir de contrôle et de coercition. Tout ceci découle d'un ensemble de normes établies qui prévoient également les mécanismes de prise en charge. Le Code du travail fait obligation à l'employeur de déclarer son travailleur, de l'affilier. L'employeur lui-même doit s'immatriculer, ce qui est normal. Donc là, dans les assiettes de cotisation de la CNSS, il y a une rubrique qui est liée au risque professionnel, supportée uniquement par l'employeur. Donc, lorsque vous avez un accident du travail, en principe, la CNSS prend en charge les soins, même si l'employeur prend en charge les soins de premier secours. Lorsque, par exemple, vous êtes femme en état de grossesse, là aussi, l'employeur cotise pour ça, pour les prestations familiales. Et là, lorsque l'employeur, la salariée, pendant ses congés de maternité, par exemple, elle prend 14 semaines de congé, l'employeur paie la moitié, la CNSS paie la moitié. Au plan national, du chemin reste à faire car bon nombre d'entreprises sont à la traîne en ce qui concerne le respect des normes de santé et de sécurité au travail qui, en résumé, repose sur la prévention à travers l'évaluation des risques encourus par les travailleurs et l'adoption des mesures pour limiter ces risques. Depuis quelques années, le Bénin est passé premier producteur ouest-africain du coton. Il n'a de fait cessé de battre son record de production depuis celle de 2010-2011. Aujourd'hui, les données gouvernementales font état d'un pic de 728 000 tonnes pour la campagne 2020-2021. Comment expliquer cette montée fulgurante de la filière? Une équipe de notre rédaction s'est rapprochée d'un ancien chercheur, Sylvain Tovignan, répond à cette question et nous livre ici les autres défis auxquels doit faire face la filière. Aujourd'hui, on est content quand même que le Bénin occupe la première place. Le plus grand rôle, c'est surtout sur le plan politique appliqué pour le secteur. Vous-même, vous savez, quand les gens qui travaillent sont contents, ils vont davantage travailler. Donc les plus grands problèmes, les dettes du secteur ont été payées en 2016. Et déjà, tout ça a été apuré et les bonnes politiques sont mises en place pour pouvoir amener aux paysans les intrants à bonne date. Et quand les producteurs ont les intrants à bonne date, ils sont payés à bonne date. Je ne vois pas ce qui peut les empêcher de produire davantage. Les techniques pour pouvoir amener à réduire l'utilisation des intrants chimiques de synthèse, on doit pouvoir réellement commencer à y penser. Et comme beaucoup d'autres méthodes de production ont commencé à déjà le faire, comme la production du coton made in Africa, la production du coton biologique, etc. Et donc je crois que les défis à relever sont un peu dans ce sens, et l'autre défi à relever aussi est que nous ne soyons pas tout le temps producteurs de matières premières pour l'industrie des autres. La transformation est le côté un peu faible du maillon. Je crois aussi que ce n'est pas le Bénin seul qui est concerné. Bon, bien vrai, le Bénin a peut-être seulement CBT à l'Okosa ou bien qui fonctionne encore bien au ralenti. Dans les autres pays, en Côte d'Ivoire, il y a des unités qui fonctionnent encore. Au Burkina, il y a une unité qui fonctionne. Et au Mali, peut-être encore une ou bien 2 qui marchent. Je sais quand même que beaucoup de préalables sont en train d'être réglés pour qu'un jour ou bien dans un proche avenir, le Bénin puisse
développer également une industrie textile assez florissante. Dans la suite de cette édition, je vous invite à suivre un condensé de quelques sujets ayant marqué l'actualité nationale du Bénin. La nation en bref de ce jeudi porte la signature de Nadège Omoladesani. La loi de finances rectificative 2021 a été adoptée à l'unanimité par les députés de la 8e législature. 2 985 milliards 46 millions de francs CFA, c'est le montant retenu par les parlementaires pour le budget de l'État gestion 2021. Un budget qui a connu une hausse de 21,7% par rapport à la loi des finances initiale. Cette hausse est essentiellement due à l'amélioration de la capacité de recouvrement des produits de recettes intérieures par les régies financières, selon le rapport de la commission parlementaire chargée des finances et des échanges. L'agence Bloomfield relève la note du Bénin. Le pays passe ainsi de A- à A. Cette notation est le résultat d'une bonne gestion des comptes publics et un risque de défaut négligeable en monnaie nationale. La notation du Bénin est basée sur plusieurs facteurs positifs, dont la forte mobilisation des ressources budgétaires par rapport aux prévisions, la mise en place d'une zone de libre-échange avec le Nigeria en cours après la réouverture des frontières terrestres en décembre 2020. En dehors du Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont les autres pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à obtenir cette note. Le Bénin normalise son soja. Le comité technique sectoriel de normalisation des produits agricoles et produits alimentaires a procédé à l'homologation des normes semences de soja, soja grain, lait à base de soja et fromage de soja. Cette normalisation du soja béninois est le résultat d'un long processus entre la coopération allemande GIZ et l'Institut national de métrologie. 1,2 milliard de francs CFA pour soutenir le sport béninois. C'est le fruit d'un partenariat entre le réseau de téléphonie mobile MTN et le ministère des Sports. Ces fonds vont servir à l'organisation du championnat scolaire de football et de la Super League junior de basketball. Le 19 octobre est une date consacrée à la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le cancer du sein. Au Togo, dans les zones rurales, beaucoup de femmes n'ont pas un accès aux soins et ne parviennent pas à se faire dépister à temps. À cela s'ajoute la discrimination dont sont victimes les personnes atteintes du cancer du sein. Voici le reportage de nos confrères de France 24. Dans cette région très isolée du Koutamakou, les infrastructures sanitaires sont très limitées pour les malades. Nyoto souffre du cancer du sein depuis une dizaine d'années. Sa maladie s'est déclenchée peu après son mariage. Au début, j'ai pensé que j'avais été envoûtée par une de mes rivales qui était contre son mariage. Mais quand j'ai pu me rendre à l'hôpital, on m'a expliqué que j'avais un cancer du sein. Lorsque son cancer du sein a été diagnostiqué, il était très avancé. Son mari l'a aussitôt renvoyé chez ses parents. Quand j'ai été malade, je n'arrivais plus à travailler comme il le fallait, ni à répondre à toutes les sollicitations de mon mari. Et il m'a demandé de retourner chez mon père. Chez ses parents, qui prennent à présent soin d'elle, elle n'est pas obligée de travailler lorsqu'elle souffre de douleurs. Généralement, les jeunes couples n'ont pas les moyens. Souvent, face à un grave problème, les jeunes hommes abandonnent leurs femmes. Je suis son père, je ne peux pas abandonner ma fille, que j'ai les moyens ou non. Je fais avec le peu que j'ai. Sa famille fait ce qu'elle peut pour l'aider en lui finançant ses soins chez un guérisseur. Impossible pour eux de payer des frais d'hôpital. Il y a 3 ans, quand elle est arrivée ici, elle n'arrivait pas à tenir debout. Il a fallu 1 an de traitement pour que son état commence à s'améliorer. Je n'aurais jamais pensé la voir vivante.
Mais de temps en temps, elle souffre beaucoup, alors je lui donne des tisanes. C'est par manque de moyens que les gens ne vont pas à l'hôpital, mais s'ils avaient les moyens, ils s'y rendraient. Au nord du Togo, presque 8 personnes sur 10 vivent dans la pauvreté et le seul hôpital qui soigne les cancers est à près de 500 km à Lomé, la capitale togolaise. C'est ici que se referme cette édition que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.